Sur le toit du monde, on pratique encore aujourd'hui des cultes mystérieux, des cérémonies secrètes liées à la nature et aux esprits conduites par des chamans. Je suis en route vers une région reculée du Népal, le Dholaka. Un ami népalais, Dinesh, m'a parlé d'un chaman vivant dans l'une de ces vallées. Un homme extraordinaire d'après lui. Dans quelques jours aura lieu un événement exceptionnel où il devrait donner la pleine mesure de ses pouvoirs. Je vis au Népal depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'une telle occasion se présente. Je suis vraiment curieuse de découvrir le monde étrange du chamanisme. J'ai fait prévenir le chaman de mon arrivée. Il doit m'attendre à l'arrêt du bus. J'espère qu'il m'autorisera à dormir dans sa maison, car il n'y a pas d'hôtel à des kilomètres à la ronde. C'est lui, Jankiri. Ça veut dire chaman en népalais. Il revient d'une visite chez un malade, tout en bas de la vallée. Un chaman, c'est d'abord un guérisseur. Son nom de famille est Tami, car il appartient à l'ethnie des Tamis. C'est aussi simple que ça. Cette petite minorité ethnique est à peine répertoriée. Elle pratique le chamanisme comme une grande partie de la population népalaise, mais à sa façon. La plupart des villages possèdent leur chaman. Ici, dans ces vallées perdues, 4 chamans seulement ont le savoir pour pratiquer des rituels funéraires. Jankiri en fait partie. Les religions sont arrivées après le chamanisme. Alors, comme partout dans le monde, les chamans du Népal ont dû composer. Ils ont intégré des prières bouddhistes et hindouistes dans leurs rituels pour ne pas être mis à l'écart de la communauté. Ils vont chercher la connaissance au fond de la forêt, chez l'ancêtre primordial, suivant le conseil du dieu des ascètes hindous. La nature est la source principale de leur savoir, mais elle est aussi peuplée d'esprits plus ou moins maléfiques qu'ils doivent contrôler. En prévision des événements à venir, Jankiri a acheté de l'alcool de riz, le rakshi. Il aura besoin d'en consommer pour se mettre en transe. Ce temple est construit sur des grosses pierres creusées par l'érosion. Il n'est pas voué à une divinité, mais à un esprit appelé Boumé, l'esprit de la terre. Est-ce la magie qui conserve ainsi Jankiri ? Il a 76 ans et j'ai du mal à le suivre. Jankiri a été marié, mais il est veuf depuis 15 ans. Il n'a pas choisi d'être chaman, son père l'y a obligé. Très jeune, il a dû apprendre par cœur les prières qui donnent accès aux autres mondes, les mantras. À 15 ans, il s'est rebellé et il est parti vivre en Inde pendant 20 ans. Il n'est revenu qu'à la mort du père.
Il a pris sa succession sans grand enthousiasme, car le lot d'un chaman, c'est une vie de privation. Il doit à la fois cultiver ses champs et aider les autres pour quelques pièces ou de simples remerciements. Un bon chaman est un chaman pauvre. तपाईँ झाँक्री हुन्छ भने कसरी थाहा पाउनु भयो अरे पहिला यो कसले भनेको थियो मेरो जान्जे त्यो छोराले त्यो छोरीले त्यो जान्जे भनेको थियो Ce matin, j'accompagne le chaman au village voisin. Il va chercher ses objets rituels à l'épicerie de sa belle-fille, car il vit là-bas une partie du temps. Quel monde étrange habite ses pensées lorsqu'il chemine ainsi des heures durant. L'usage des chapelets chrétiens ou bouddhistes provient de ces colliers de graines utilisés depuis toujours. Ici, ils servent à maintenir la transe comme les clochettes. Le poignard est le symbole du sexe masculin, l'énergie de l'univers. Il absorbe les forces négatives et les détourne du patient. Sans lui, le chaman ne peut ni soigner, ni faire de prédictions. Les trois lames symbolisent le passé, le présent et le futur, qui capturent ensemble les forces du mal. Les visages des divinités indiquent que cet objet détient le pouvoir de faire pénétrer dans l'autre monde celui qu'on ne voit pas.
Jankiri m'a expliqué qu'avec les autres chamans de la région, ils vont aller chercher l'esprit des ancêtres pour l'emmener sur un sommet. Cet esprit pourra alors bénir la vallée pendant 1 an. C'est un véritable challenge pour les chamans. Chaque année, toute la population compte sur eux. Chercher l'esprit des ancêtres. À peine arrivé, Jankiri doit repartir. Une voisine est souffrante. Nous arrivons trop tard, la femme est déjà partie à l'hôpital. Elle avait une forte fièvre et des douleurs au ventre. La plupart du temps, les gens viennent voir Jankiri pour des choses bénignes. Il le sait et garde son énergie pour les cas graves de confusion mentale ou de dépression qui l'obligent à aller dans le passé et le futur. Pour des troubles plus importants, comme la malchance chronique, il fait des rituels la nuit. Jankiri prépare les offrandes pour les cérémonies. Les autres chamans de la région doivent arriver demain. La séance d'initiation des novices aura lieu dans cette maison. La suite se passera au cimetière. Assieds-toi. Un voisin est venu consulter Jankiri. L'esprit est sorti de moi. Je décide de faire une reconnaissance des dieux au cimetière avant que la nuit tombe. Sur cette grosse pierre, on brûle les morts. Les très jeunes enfants ne sont pas incinérés. On les enterre à même le sol, ainsi que les os qui résistent au feu, comme le crâne et le coccyx. Demain soir, quand le drapeau blanc sera sorti, les chamans pourront parler. Tant qu'il est rouge, le silence doit être absolu. La ficelle blanche relie le monde des chamans à celui des esprits.
La maison est pleine ce matin. Les invités de Jankiri sont arrivés, ainsi que des amis de Katmandou, Isabelle et Josh. Elle fait des études sur les chamans et lui est photographe. Les anciens vont initier un jeune chaman qui a déjà fait un long travail d'apprentissage. Grâce à l'effet de l'alcool et au chant rythmé par les tambours, il va entrer en transe et accéder au monde des visions. Tout l'art du chaman est d'observer ce qui se passe pendant la transe et de la diriger. Vision ne veut pas dire perception du regard, mais accès aux mondes invisibles. C'est ainsi que Jankiri a acquis son savoir. Il se connecte avec la mémoire de la nature humaine comme à une banque de données. Il sait alors comment soigner et comment transformer l'énergie négative des mauvais esprits en énergie positive. Entraîné par le rythme des prières, l'apprenti chaman doit prouver qu'il peut lui aussi entrer en transe. Lorsque sa colonne vertébrale remue comme un serpent, son esprit se libère alors de son corps. Les chamans ont revêtu leur tenue de cérémonie avant de prendre le repas du soir chez des voisins. La nuit va être longue. Contrairement aux chamans d'autres régions du monde qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé pendant leur transe, les chamans du Népal, eux, restent pleinement conscients. Ils n'ont pas recours à des substances hallucinogènes comme des champignons ou des racines, mais seulement à de l'alcool. Quand Jankiri revient à la réalité, il peut raconter précisément ce qu'il a vu et expérimenté. Quand ils sont plusieurs, les chamans peuvent confirmer les descriptions des uns et des autres dans les moindres détails. Le monde auquel ils ont accès n'est pas personnel, c'est celui d'une âme collective. Ils voient en 3 dimensions, entendent des sons et des lumières les guident. Ils discernent les esprits des morts, observent ce qu'ils font et savent comment les influencer pour déterminer les origines d'une maladie et la guérir. Jankiri a fait le vœu de ne plus jamais couper la mèche qui trône au sommet de son crâne au moment où il a commencé à pratiquer. Ça fait presque 40 ans. Dans la journée, elle est enroulée sous son bonnet. Peu de chamans utilisent la trompe en os humain. Il faut avoir atteint un certain degré de connaissance. Jankiri préfère le fémur à l'avant-bras pour effrayer les mauvais esprits. Le son est meilleur, paraît-il. À travers cette relique humaine, il entre en contact avec le mort. Le rouge et le blanc sont les couleurs des chamans. Le blanc de la jupe, élément féminin, comme le lait nourricier et la paix. Le rouge du turban, élément masculin, comme la guerre et le sang. La couleur rouge, c'est aussi l'arc-en-ciel, le chemin d'accès aux autres réalités. Et le vert connecte avec la nature. Quant aux épines de porc-épic, elles servent à repousser les démons.
Jean-Guéry les a ramassés en forêt à la suite d'un rêve. Pour Jean-Guéry de rejoindre les autres chamans au cimetière. Cette nuit de pleine lune est le moment décisif. Dans un premier temps, ils vont réveiller les esprits. Ensuite, ils devront les attraper et les garder sous leur emprise. Nous sommes arrivés au cimetière. Encore quelques images éclairées et ce sera fini. La lumière empêcherait les esprits de venir. Alors je continue à filmer en utilisant un système infrarouge, mais les chamans me demanderont parfois de poser ma caméra.
esprits par leurs chants et vont essayer de les contrôler, car certains sont dangereux. Kiri me fait signe de venir avec lui. Isabelle me suit. Nous avons l'ordre de faire exactement comme le chaman, de ne pas regarder en arrière et de ne pas parler. Il est le garant de notre sécurité car il contrôle les esprits. Subitement, le chaman s'arrête devant moi et pointe son doigt. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chaman s'est mis à courir dans sa direction. Je le suis, il dévale la pente, pointe à nouveau son doigt et je revois l'espace d'un instant la même lueur qui part vers la droite. Le chaman court mais curieusement il part vers la gauche. Nous continuons à descendre à travers les fourrés mais je ne vois plus rien. Nous marchons longtemps avant de retourner au cimetière en remontant la colline. Nous pouvons alors parler. Isabelle, qui était juste derrière moi, a vu exactement la même chose. Mais nous n'arrivons pas à expliquer ce que cela pouvait être. Isabelle et Josh ont décidé de rester toute la nuit. Les cérémonies vont continuer, mais je ne peux rien filmer. Alors je quitte le cimetière et rentre me coucher. Seul à travers la forêt, je me surprends à chercher du regard cette forme lumineuse triangulaire. Mais je ne vois plus rien. Au petit matin, Isabelle et Josh sont très excités. En écoutant leur récit, je me maudis de ne pas être restée. Les chamans ont commencé à creuser dans une tombe, ils sortaient des grosses pierres et ils creusaient très profondément. Ils ont finalement trouvé un petit os, probablement un bras d'enfant. Ça paraissait normal de voir tout ça. En fait, ça faisait partie de la cérémonie. Je ne trouvais pas cela bizarre. Je me disais, bon, ils ont trouvé l'os, maintenant on va retourner au cimetière et continuer les cérémonies. Et je m'étais à moitié endormie quand soudain, un chaman m'a réveillée et a pointé son doigt en disant « Regarde, l'esprit est venu finalement ». Alors j'ai regardé et j'ai vu comme un visage blanc. Mais je pensais non, c'est pas possible que ce soit un esprit. Plus tard, quand nous sommes partis, j'ai pu le voir sous un angle différent et alors je l'ai bien vu. C'était une silhouette comme enveloppée de noir, très grande, avec un visage pâle et étroit. On ne pouvait pas vraiment voir le visage, mais on pouvait voir la silhouette. Et on sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait comme une aura, une énergie autour d'elle. Enfin, moi je l'ai vue et je sentais qu'il y avait une présence là, debout. Elle ne bougeait pas, mais j'ai eu l'impression qu'elle tournait légèrement la tête. Tout ça me paraissait normal. J'étais heureuse pour les chamans. Ils avaient réussi à faire venir l'esprit. C'était une expérience très spéciale. Et puis on a été dormir car on était très fatigués, il était 4 heures du matin.
Ça a commencé vers 7 heures du soir et ça a duré toute la nuit. Vers minuit, les chamans ont décidé de changer de tactique pour faire venir un esprit. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt avec les 4 chamans et nous avons commencé à creuser dans les tombes. C'était très étrange. Personnellement, je ne me sentais pas à l'aise de participer à cette expédition, ne connaissant pas les usages des rituels. Nous avons sorti un petit os, probablement l'avant-bras d'un enfant d'une dizaine d'années. Les chamans ont ramené cet os au cimetière et l'ont utilisé pour faire venir les esprits. Et cela a marché beaucoup mieux que les rituels précédents. Plus tard, après avoir chanté et joué du tambour, ils ont tapé sur mon épaule et m'ont dit « L'esprit est là ». J'ai relevé la tête et immédiatement, j'ai vu l'esprit, juste en face de moi. Pas une forme très nette, mais il y avait vraiment quelque chose, avec une sorte de visage, de corps. Cette silhouette restait à la même place, elle ne volait pas, ne bougeait pas. Elle restait là, derrière la pierre circulaire. Et cela a duré tout le temps où nous sommes restés. D'abord, je n'étais pas très sûr de ce que je voyais. Je disais à Isabelle, je peux voir quelque chose, je peux voir quelque chose. Mais je ne savais pas si elle le voyait aussi. Ce n'est qu'en partant et en approchant la pierre circulaire sous un autre angle que nous avons pu voir cette forme de profil. Et il y avait vraiment quelque chose à cet endroit. Ce n'était pas le fruit de mon imagination, il y avait vraiment quelque chose. Ça ne bougeait pas et ça ne reposait pas sur quelque chose de solide. C'était une silhouette très haute et je pouvais voir une sorte de visage et une forme sombre, mais pas vraiment de traits distincts. Je peux te montrer un dessin que j'ai fait. Il y avait une sorte de lumière au niveau de ce qui pouvait être les jambes. La forme faisait environ 2 mètres d'après mes estimations. Une grande silhouette. À ce moment-là, nous étions vraiment euphoriques. Je sentais un grand soulagement parmi les chamans. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire faire venir l'esprit. Et pour nous, c'était vraiment exaltant de se rendre compte que nous avions vu quelque chose. Bien que... Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu une chose à laquelle je n'étais pas préparé. Les chamans arrivent du cimetière situé un peu plus bas. Ils commencent la longue marche vers le sommet de la montagne. Après cette nuit passée dans le domaine de l'étrange, je redescends sur terre au sens propre du terme. Il va falloir grimper tout en haut des collines. 9 heures de marche nous attendent. La première qualité d'un chaman, d'après Jankiri, c'est d'être résistant à la fatigue, supporter les nuits blanches et les longues distances à parcourir sans relâche. Première étape, nous marchons depuis 3 heures.
Les démons de la nuit paraissent loin à présent. Et pourtant, Jangiri a caché sur lui l'os déterré cette nuit. Il faut absolument l'emmener au sommet de la montagne, car l'esprit des ancêtres qui s'est introduit dans ces restes humains pourra alors bénir la vallée. Nous marchons silencieusement à travers bois et je sens la présence des esprits me pénétrer. À la deuxième étape, nous rejoignons des chamans venus des autres vallées. Nous avons gravi 1500 mètres de dénivelé. Une chose est sûre, je ne deviendrai jamais chaman. Le pic de Kalinchok est à 3500 mètres d'altitude. C'est l'une des 3 montagnes sacrées du Népal. Au sommet se trouve une grotte, et dans celle-ci coule une source qui ne se tarit jamais. Pour les chamans, c'est la sublime essence du sexe féminin déifié. Nous étions debout à 4 heures ce matin. Le jour se dessine à peine lorsque nous arrivons à Kalinchok. Ce nom signifie « là où se croisent les énergies de Kali », la déesse noire. Au nord s'élève la chaîne de l'Himalaya. Au sud, le chemin par lequel nous sommes arrivés rejoint le petit hameau où nous avons passé la nuit. Ici se trouve la statue de Kali, la déesse la plus terrifiante du panthéon hindou, toujours assoiffée de sang. Là, c'est l'entrée de la grotte où se trouve la source. Chacun vient y recevoir l'énergie de l'eau sacrée. Elle serait spécialement bénéfique dans les premières heures qui suivent la pleine lune. Sur le terre-plein, des tridents entremêlés signent ce haut lieu du pouvoir de Shiva. Les chamans ont remplacé les épines de porc-épic par les plumes de paon, symbole du pouvoir de voler dans l'autre monde.
sang versé à cette occasion augmente le pouvoir de guérison des chamans. Cette année encore, les esprits sont venus. Les villageois sont soulagés. Ils sont protégés pour les 12 mois à venir. Le lendemain soir, nous retournons au cimetière pour remettre à sa place l'esprit des ancêtres. Pendant que le chaman recouvre la tombe avec de la terre, j'entends derrière moi des pierres tomber du ciel, comme de la pluie. Je me retourne, fais quelques pas, et essaye de voir qui peut bien lancer ces pierres. Je ne vois personne autour de moi. J'avance encore et je sens une pierre me frôler le visage. J'entends le chaman courir derrière moi. Il me coupe la route et me fait signe de reculer. Il appelle précipitamment son assistant qui lui amène un poulet, il lui tranche la gorge et lance le sang devant lui. J'ai vraiment besoin d'explications par rapport à tous ces phénomènes. Qu'est-ce que j'ai vu réellement? Qu'est-ce que Josh et Isabelle ont vu de leur côté? Qui jetait ces pierres qui pleuvaient autour de moi? Elles semblaient tomber littéralement du ciel, comme des grêlons. Josh et Isabelle les ont entendues, eux aussi. Un voisin vient m'aider à traduire ce que dit Jankiri. Au cimetière, nous avons appelé les esprits. Quand ils viennent, ils essaient de s'emparer de quelqu'un parmi l'assemblée, mais la personne risque de mourir. Alors, nous leur disons que ce n'est pas possible, et en échange, nous faisons des offrandes et des sacrifices d'animaux. Cela doit avoir lieu avant 3 heures du matin. La nuit dernière, quand nous avons ramené l'os dans la tombe, un esprit rôdait autour de nous. Il a essayé d'attraper l'étrangère. Elle était en grand danger. C'est pourquoi j'ai couru. Je lui ai dit de s'en aller. L'esprit voulait du sang. C'est pour cela que j'ai sacrifié un poulet. Mais qui jetait ces pierres? D'où venaient-elles? Personne ne jetait de pierre. C'était juste un son créé par l'esprit. Ils peuvent créer des sons horribles, terrifiants, comme si un pan entier de la montagne s'écroulait. Mais quand je marchais, j'ai senti une pierre me frôler le visage. C'était un esprit. On peut sentir des choses, mais ce n'est pas réel. L'esprit cherchait à t'effrayer. En fait, je n'avais pas peur car je ne savais pas ce qui se passait. Mais la prochaine fois, je serais peut-être terrifiée. Ça tombait du ciel comme de la pluie.
Qu'est-ce que c'était la grande silhouette qui est apparue au cimetière? C'était un esprit majeur très puissant appelé Bir. Il n'avait pas de tête. Certaines personnes peuvent le voir, d'autres non. Et il y avait d'autres esprits mineurs. Ces esprits cherchent à s'emparer d'un humain. Ce qu'elle a vu était sûrement un esprit mineur et les autres ont vu un esprit majeur. Celui-ci était entouré d'esprits mineurs. Nous avons eu de la chance. Parfois nous appelons les esprits et ils ne viennent pas. Mais pourquoi l'esprit majeur ne bougeait pas quand Josh et Isabelle sont partis? Parce qu'il était entièrement sous notre contrôle. Quand je commence les mantras pour appeler les esprits, je dois être nu. Si je garde mes vêtements, non seulement les mantras ne marcheront pas, mais je risque de mourir. On a vraiment fait apparaître Bir. On l'a fait venir. En allant voir un chaman, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Voir des choses extraordinaires, je n'y croyais pas. Pourtant, je n'ai pas rêvé. Et je ne crois pas à une hallucination collective, d'autant que nous avons vu des choses différentes. Nous étions tous parfaitement lucides et conscients. Depuis cette expérience, j'ai découvert avec certains spécialistes que le même genre de phénomène avait cours ailleurs dans le monde. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Quand ils entrent en transe, ces chamans du Népal ont accès à un autre niveau de conscience. La relation avec le cosmos paraît évidente. S'agit-il d'une question d'énergie, de fréquence, comme les ondes radio, que la science moderne n'aurait pas encore découvert? Tout ce que je sais, c'est que le bruit des pierres qui tombaient et l'image du triangle que j'ai vu voler vont rester imprimés à jamais dans ma mémoire. Et je suis bien obligée d'admettre que Jankiri semble avoir des pouvoirs surnaturels, car ce que j'ai vu et entendu ne s'explique pas. Ainsi que le disait Shakespeare, il existe plus de choses sur la terre et dans le ciel que peut en rêver notre philosophie. Quant à nous, nous sifflerons encore longtemps pour appeler l'esprit des ancêtres quand vient la nuit de la pleine lune.